bonjour mesdames et messieurs, et chers confrères et consoeurs de l'Académie. Donc aujourd'hui, c'est la section 5 qui organise cette séance, la section 5 qui cette année a revisité des sujets classiques de l'agronomie, le carbone, l'azote et aujourd'hui le phosphore. Mais elle s'écarte de l'approche de la chimie agricole habituelle et elle s'appuie sur les avancées récentes des sciences, sur des bases, pour aujourd'hui, sur des bases conceptuelles nouvelles, dans le but de maîtriser la fertilisation. Parce que vous allez découvrir que le phosphore est un élément indispensable à la vie. Or, les agronomes ne savent pas encore tout sur le phosphore. Il y a eu un effort considérable de recherche pour comprendre d'abord comment les plantes mobilisent le phosphore du sol, ensuite quelles sont les voies de transfert du phosphore des parcelles agricoles vers les hydrosystèmes, et enfin comment recycler ce phosphore, car la ressource en roche phosphatée est limitée. Alors pour vous parler de ça, eh bien c'est Sylvain Pellerin qui a organisé la séance avec les orateurs qu'il va nous présenter. Sylvain Pellerin est directeur de recherche à l'INRAE. Il a consacré ses travaux depuis quelques années aux racines du maïs et il est à l'origine d'un modèle sur le prélèvement du phosphore du sol par le maïs. Il a dirigé l'unité de recherche transfert sol-plante et cycle des éléments minéraux dans les écosystèmes cultivés. Ça, c'était jusqu'en 2010. Je vais donc vous laisser la parole pour nous présenter la séance. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci à l'Académie de m'avoir donné l'opportunité d'organiser cette session. Donc, il sera effectivement question du phosphore, et ce phosphore, on va le regarder un peu de trois points de vue. Le phosphore en tant qu'élément nutritif, indispensable aux êtres vivants, plantes, mais aussi animaux, bien sûr. Un deuxième point de vue, c'est le phosphore en tant qu'élément susceptible de déclencher le phénomène d'eutrophisation dans les eaux. Donc, c'est plutôt le phosphore en tant que polluant. Et puis, un troisième point de vue qui est le phosphore, alors plus exactement, comme vous l'avez dit, les roches phosphatées, qui sont une ressource non renouvelable à l'échelle de temps humaine. Alors, je balaye rapidement ces trois points de vue. Donc, le phosphore, un élément nutritif indispensable, non substituable. Il entre dans la composition de molécules tout à fait essentielles, comme les phospholipides ou les sucres phosphorylés. Il y a aussi du phosphore dans les ATP, ADP, donc les molécules qui sont à la base de toute l'énergétique cellulaire. Et même, il y a du phosphore dans la molécule d'ADN, donc support de l'information génétique. Chez les plantes, une déficience modérée en phosphore a pour premier effet de réduire la croissance foliaire, on le voit bien sur la photo. Les concentrations dans la biomasse végétale, c'est de l'ordre du milligramme par gramme, c'est un ordre de grandeur plus bas que pour l'azote, et c'est un élément qui s'accumule dans les graines sous forme de réserve sous la forme de phytate, et les quantités exportées pour une céréale par exemple représentent quelques dizaines de kilos de P par hectare et par an. Alors ce qui fait une grande spécificité du phosphore, c'est que sa disponibilité pour les plantes, elle est fortement limitée du fait de ces interactions, des interactions très fortes de l'ion phosphate avec la phase solide du sol, qui en fait un élément très peu mobile et du coup peu disponible pour les plantes. Deuxième point de vue, donc le phosphore, élément déclencheur de l'eutrophisation des eaux continentales, c'est un petit peu la conséquence de ce qu'on a vu précédemment, c'est un élément qui est peu soluble, et donc quand il arrive du phosphore dans un écosystème aquatique, eh bien, il y a une explosion de la production primaire, les blooms algaux bien connus, et c'est un processus qui peut être auto-accéléré du fait de cyanobactéries fixatrices d'azote
Donc, il y a un apport de phosphore et puis ces bactéries fixatrices d'azote qui se développent et du coup, il y a à la fois phosphore et azote et c'est pour ça que la production de biomasse explose, ce qui provoque une accumulation de déchets organiques qui consomment l'oxygène au fond des écosystèmes aquatiques, ce qui entraîne tout un tas d'effets négatifs sur la qualité des eaux. Alors, le transfert du P des sols vers les eaux, il se fait notamment par entraînement particulier, mais pas uniquement. Hein, Chantal Gasquel reviendra là-dessus. Et puis, bien sûr, le phosphore qu'on trouve dans les eaux, il n'a pas pour origine uniquement l'agriculture. Il y a aussi tout le phosphore qui vient des eaux usées, plus ou moins épurées, plus ou moins déphosphatées, qui rejoint les hydrosystèmes. Et puis, troisième point de vue, c'est le phosphore. Alors, encore une fois, plus exactement les roches phosphatées, qui sont une ressource non renouvelable. L'humanité extrait des mines à peu près une vingtaine de millions de tonnes de P par an, et la très grande majorité de ce P est utilisée pour la fabrication d'engrais phosphatés. Et donc, depuis quelques années, des voix se sont faites entendre pour alerter la communauté internationale sur le risque que constitue à terme la raréfaction de cette ressource qui, si elle venait à manquer, pourrait mettre en difficulté la sécurité alimentaire mondiale. Donc, il y a eu le travail qui a fait beaucoup de bruit quand il est sorti d'Anna Cordell, qui prévoit un pic de production de phosphore dans les années 2030-2040, après quoi l'offre deviendrait durablement inférieure à la demande. Bon, mais il y a des controverses là-dessus, Thomas y reviendra. Au-delà de cette question de réserve, il y a l'enjeu géopolitique parce qu'il se trouve que les réserves en roches phosphatées se trouvent dans un très petit nombre de pays. Et en gros, le Maroc et le Sahara occidental disposent à peu près du 3/4 des réserves, d'où un risque quand même géopolitique. Alors, avant qu'on revienne sur ces 3 points de vue, un petit focus sur la situation française. Donc, vous avez à droite l'évolution des apports, enfin, ce sont plus exactement les livraisons d'engrais minéraux en France depuis la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours, avec l'azote en vert, le phosphore en bleu et le potassium en rouge, ou l'inverse, je ne vois pas bien sur mon écran. Donc, ce qui s'est passé en France, c'est que dans la période après-guerre, il y a eu des apports massifs, on a enrichi les sols en P. Depuis les années 70, les apports d'engrais minéraux P diminuent, ils ont été divisés par 4. C'est suite notamment à la réforme McSharry de la politique agricole commune, qui a incité les agriculteurs à faire des économies d'intrants, et puis c'est aussi lié au progrès des outils de raisonnement de la fertilisation qui fait qu'on a pu réduire considérablement les apports. Mais ce passé fait que actuellement, de l'ordre de 80% du P des sols agricoles français serait d'origine anthropique. Alors, l'excédent de bilan des sols français s'est réduit, puisqu'on a réduit les apports. Donc, vous avez ici en ordonnée le bilan, c'est-à-dire les entrées moins les sorties de phosphore, pour les 22 anciennes régions françaises au cours du temps, depuis les années 90 jusqu'à pas tout à fait 2010. Le trait épais en noir, c'est la moyenne française, et puis chaque région est illustrée de manière séparée. Sans surprise, vous avez en haut la Bretagne, qui a toujours un excédent de bilan fort lié à l'élevage et aux effluents d'élevage, et puis vers le bas, des régions plutôt de grande culture, où là, on s'approche de l'équilibre, voire de bilans légèrement négatifs. Donc, les teneurs en P dans les sols français, ils reflètent un petit peu ce qu'on vient de voir juste avant concernant les bilans. On a dans les régions d'élevage intensif, donc notamment dans l'ouest, des teneurs dans les sols qui sont souvent très supérieures à ce qui serait nécessaire pour assurer la nutrition des plantes. Et puis ailleurs, dans les régions de grande culture, notamment, bien sûr une grande diversité, mais des valeurs qui sont un petit peu plus proches de l'optimum. En termes de qualité de l'eau, bien la situation s'améliore. Elle s'améliore concernant les orthophosphates dans les eaux plus qu'elle ne s'améliore pour les nitrates.
Donc, vous avez là des chiffres en indice par 100 par rapport à 1998. Ce sont des publications du ministère de l'Environnement qui montrent bien qu'il y a peu de progrès, enfin, où les progrès sont lents concernant les nitrates, mais ils sont par contre tout à fait significatifs concernant les teneurs en phosphate dans les eaux. Alors, ça s'explique en grande partie parce qu'on a fait des progrès en matière de collecte des eaux usées, d'épuration et surtout de déphosphatation des eaux usées, mais ça s'explique aussi par le fait qu'on a réduit la fertilisation phosphatée. Et donc là où il reste pas mal de progrès à faire, c'est quand même encore de limiter ces transferts des sols agricoles vers les eaux, puisque ça représente de l'ordre de la moitié des quantités de P transférées. C'était un petit focus sur la situation française. Si maintenant on réélargit à la planète, je vous montre cette carte de Hu et al. Qui est publiée en 2020, où sur la base d'une méta-analyse, ils ont regardé dans un petit peu toutes les régions du monde où ils avaient des informations, est-ce qu'il y a une réponse ou pas à l'apport d'engrais phosphatés? Ben, la réponse est oui, il y a encore à peu près la moitié des sols mondiaux, enfin, en tout cas des situations où ils ont regardé, où il y a une réponse à l'apport d'engrais phosphatés. Donc le phosphore reste un facteur limitant de la production agricole et donc alimentaire dans beaucoup d'endroits du monde. Avant-dernière diapo, l'effort de recherche, je vous ai dit, on peut regarder le phosphore avec ces 3 points de vue, élément nutritif, polluant ou ressource. Alors, si on fait une recherche dans le Web of Science, des publications qui traitent du phosphore avec ces 3 points de vue différents, ben on voit, sans surprise, c'est la courbe en bleu, que là où on a démarré un effort de recherche le plus précoce, c'est sur le phosphore vu en tant qu'élément nutritif, et comme l'a dit la présidente, c'est un sujet qui a beaucoup occupé les agronomes. 10-15 ans plus tard, ont démarré les recherches sur le phosphore en tant que polluant, puisqu'il y a eu des constats comme quoi l'état écologique des eaux se dégradait et le phosphore y était pour quelque chose. Et puis qui démarre, alors ce n'est pas tout à fait mis à jour, mais en jaune, le phosphore en tant que ressource pour la sécurité alimentaire mondiale, qui devient une préoccupation croissante. Mais ce qui est remarquable, c'est que même s'il y a de nouveaux sujets qui sont ouverts et qui font l'objet d'un effort de recherche de plus en plus conséquent, le phosphore en tant qu'élément nutritif n'est pas abandonné pour autant. L'effort de recherche se poursuit et on le comprend vu ce que je vous ai montré sur le caractère limitant que garde le phosphore en tant qu'élément nutritif. Voilà, donc pour faire le point un peu de l'état des connaissances sur cet élément avec ces 3 angles de vue. Donc la première intervention de Claude Plassard, qu'elle a préparée avec Philippe Insinger sur production végétale et nutrition phosphatée, quels sont les leviers mobilisables pour optimiser la biodisponibilité du phosphore en agriculture. Ensuite, l'aspect phosphore en tant qu'élément déclencheur de l'eutrophisation, avec un focus sur les voies de transfert du phosphore des milieux terrestres vers les systèmes aquatiques. Donc, l'exposé sera donné par Chantal Gascuel, qui a été aidé dans la préparation par Jean-Marcel Dorios et Rémi Dupas. Et puis, Thomas Nem sur le 3e point de vue, le phosphore en tant que ressource, état des lieux et pistes de gestion, avant la conclusion qui sera donnée par Jean-Luc Julien. Merci de votre attention. Bien, bravo, merci. C'était particulièrement clair. Donc, nous sommes attentifs maintenant à Claude Plassard. Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation à exposer les éléments sur la nutrition phosphatée des végétaux et puis de savoir quels sont les leviers mobilisables pour optimiser donc cette biodisponibilité du phosphore en agriculture. Alors, je prépare cet exposé avec Philippe Insinger, effectivement, nous travaillons tous les deux à l'UMR Ecoessol à Montpellier. Alors, la première question qui se pose en général, c'est comment savoir si le phosphore du sol est suffisant pour une nouvelle culture? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, les végétaux ne sont capables d'absorber qu'une seule forme de P, qui est donc dit PI, qui est représenté par l'anion orthophosphate, H2PO4- ou HPO4-2-.
Et là, lorsqu'on regarde le P total dans un sol, eh bien, en fait, il est sous deux formes majoritairement. Le P minéral, qui va être adsorbé, complexé, etc. Le P organique, donc, qui est sous forme de phosphomonoester, de phosphodiester, donc ADN, sucre phosphorylé. Et puis, le P disponible pour la plante, ben, c'est une minuscule partie de ce P total. Et c'est là qu'est le problème, parce que la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que vont dire les analyses de terre qu'on va faire dans un sol. Donc, j'ai repris ce schéma qui est sur le site du GEMAS, et pour les trois analyses couramment utilisées, donc la méthode Olsen, la méthode Joret-Hébert et la méthode Dyer, donc en fait ce sont des extractants de plus en plus forts du P. Et donc, on a une première partie donc, du phosphore qui est dissous dans la solution du sol, PI. Vous voyez qu'il représente vraiment une très très faible partie du phosphore total, et là, il est directement assimilable par les plantes. Ensuite, il y a une autre partie qui est considérée échangeable et assimilable, qui est absorbée sur le complexe argilonique et qu'on évalue à 5% du P total. Et puis, la grosse majorité, en fait, il est bloqué ou lentement disponible parce qu'il est lié au calcium, en particulier à l'aluminium ou au fer, selon le pH du sol et selon le contexte minéralogique du sol. Pardon. Donc, quel est le pouvoir extractif de ces différentes méthodes? Eh bien, la méthode Olsen, elle va extraire bien sûr le PI qui est directement dans la solution du sol, et puis une toute petite partie du P échangeable et assimilable. La méthode Joret-Hébert, elle est un peu plus forte, et la méthode d'ailleurs, elle est vraiment beaucoup, beaucoup plus forte. Donc, entre ces trois méthodes, quelle est la bonne? Ça, c'est toute la question. Donc, si on revient à notre schéma du départ, ben, en fait, déjà, toutes les méthodes, les analyses de terre, elles ne tiennent absolument pas compte du P organique, donc ça, on fait une croix là-dessus. Et puis, elles vont évidemment bien extraire le P disponible, mais qui représente une toute petite partie du P total, et puis elles vont extraire plus ou moins de P minéral absorbé, complexé, etc. Donc, la question qu'on peut se poser ensuite, c'est est-ce que le P, les teneurs en P qui vont être donnés par l'analyse de terre, va vraiment être celui qui va être vu par la plante? Et c'est là que les choses se corsent, parce qu'en fait, non, la réponse est non, à cause de la boîte à outils racines. En effet, les racines, elles peuvent avoir déjà des morphologies et des architectures très différentes, donc ils vont modifier l'exploration du sol et la surface d'échange. Elles vont être capables d'engendrer des acidifications, des alcalinisations du sol, qui vont modifier la biodisponibilité. Elles vont être capables, pour certaines d'entre elles, de produire des ligands, de produire des enzymes, d'être associées à des champignons mycorhiziens et éventuellement d'être associées à des bactéries solubilisatrices ou minéralisatrices, c'est difficile à dire, de P. Donc, toutes ces propriétés, en fait, et processus, vont moduler la biodisponibilité du phosphore. Donc, je vais vous exposer chacune de ces conséquences, excepté les effets des bactéries solubilisatrices et minéralisatrices, parce que je n'aurai pas le temps. Donc, importance de la morphologie racinaire. Ben là, vous avez un exemple de deux espèces de grandes cultures, donc le blé et la betterave. Évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes systèmes racinaires. Le blé a un système, comme beaucoup de céréales, un système fasciculé qui va explorer une plus grande profondeur et une plus grande largeur de sol. La betterave, par contre, elle va avoir un peu les yeux pour pleurer, hein, parce qu'elle a un système racinaire beaucoup moins étendu. Donc, forcément, un système fasciculé des céréales, comme le blé, va demander une fertilisation P plus faible que des systèmes à tubercules, bon, ce n'est pas vraiment tubercules, hein, comme la pomme de terre ou la betterave, qui vont de toute façon demander une fertilisation P plus forte parce qu'elles vont explorer moins de sol. Donc, cette morphologie du système racinaire, il faut la connaître et elle va fortement influencer la capacité de prélèvement et donc la fertilisation P. Alors, juste à titre d'illustration, en fait, les espèces prairiales, vous voyez qu'elles ont un système racinaire beaucoup plus varié, une architecture beaucoup plus grande. Elles vont explorer beaucoup plus en profondeur et donc elles vont avoir une profondeur d'exploration plus forte, ce qui fait que la fertilisation P pour les prairies sera en général beaucoup plus faible que pour les cultures. Ceci expliquant cela, en partie.
Donc, on a une architecture racinaire qui est différente selon les plantes. Et puis, en plus, il y a un nouvel espace qui est créé par la racine, qui est la rhizosphère. Et en fait, cette rhizosphère, c'est un espace d'1 millimètre environ autour des racines que vous voyez ici en rouge ou souligné, surligné en blanc. Et cet endroit, il est unique et il est très différent du reste du sol. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En fait, si on voit la racine ici, dans son sol, et elle a, le P est considéré comme disponibilité, donnée par les analyses chimiques, par exemple. Mais en fait, avec la rhizosphère, et sous l'influence de la plante, ce P va devenir biodisponible. Et donc, la disponibilité du phosphore dans la rhizosphère va être influencée par les processus qui vont être mis en jeu par les racines. Et ces facteurs qui influencent cette zone vont dépendre des propriétés de l'espèce, à modifier le pH, à produire des exudats et des enzymes. Et donc, ce qui est très important à prendre en compte, c'est que la biodisponibilité du phosphore peut varier grandement selon l'espèce végétale. Donc, le premier effet de la racine, c'est en fait d'absorber le pI qui est dans la solution du sol. Et quelles sont les conséquences de cette absorption que peut avoir le pI sur justement la concentration en orthophosphate dans la solution du sol? Alors, les premières expériences qui ont été réalisées, en fait, elles ont été réalisées sur un substrat de sable dans lequel avait été mis du phosphore marqué au 32P. Comme ça, on peut le suivre plus facilement. Et là, vous voyez qu'on peut distinguer le sol bulk, c'est-à-dire le sable qui contient le 32P, qui est plutôt grisé, et d'un espace blanc qui s'est blanchi, et qu'on appelle, qui est la rhizosphère, et qui est dû en fait à l'absorption du pI, donc de l'orthophosphate, par la racine. Et donc, on voit très nettement, par la zone blanche, que le phosphate est appauvri autour de la racine. Et pendant très longtemps, c'était le seul processus qui était pris en compte dans les modèles de prédiction de la biodisponibilité. Et ainsi, cela donne quoi? Vu que le coefficient de diffusion, c'est-à-dire la vitesse de déplacement de l'ion orthophosphate est extrêmement faible, eh ben, la zone autour de la racine s'appauvrit extrêmement vite et très brutalement, de façon très prononcée. Ce qui est très différent d'une autre courbe de diffusion par un ion, comme le nitrate, qui lui a une vitesse de diffusion beaucoup plus élevée. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était en conditions très simplifiées, en sable. Qu'est-ce qui se passe dans un sol? Et donc ça a été étudié dans le cadre d'un essai longue durée à l'INRA de Toulouse, où il y avait donc des parcelles qui avaient été, dont la fertilisation phosphatée avait été arrêtée pendant plus de 40 ans, c'est P0, ou maintenue à différents niveaux de fertilisation. Donc P4 étant plus fort que P1. Donc, dans ce qu'on appelle le bulk soil, donc le sol qui n'est pas sous l'influence des racines, eh bien, on a effectivement une augmentation de la teneur en péolcène dans ces trois types de parcelles. Quand on regarde la concentration de pI qui est mesurée dans la rhizosphère, eh bien, on s'aperçoit que sous le blé dur, ça ne change pas vraiment. On n'a pas du tout un appauvrissement du P disponible, mesuré par péolcène, dans la rhizosphère du blé dur. Donc déjà, bon, ok. Et quand on regarde sous une légumineuse, qui est la févrole, alors là, c'est au contraire. On a une augmentation du P disponible dans la rhizosphère de la févrole. Donc déjà, une chose très importante, deux points très importants. Un, on n'a pas d'appauvrissement, mais on peut au contraire avoir un enrichissement en P disponible dans la rhizosphère. Donc, en fait, en conclusion, la solution autour de la racine, elle est capable de se remplir en pI, ce qui éviterait les carences prédites en milieu très simplifié précédemment. Deuxième action de la racine, qui est très importante, c'est les modifications de pH. Alors, pourquoi c'est important? En fait, la racine, donc elle va alimenter la plante, bien sûr, et elle va absorber un certain nombre de cations, potassium, ammonium, calcium, et un certain nombre d'anions, nitrate, orthophosphate. Et si la somme des cations absorbés est supérieure à la somme des anions, on va avoir un équilibre et qui va conduire à la production de H+, donc une acidification. Et c'est ce qu'on voit très, très bien sur cette illustration, où le blé avait été alimenté avec de l'ammonium, et en fait on voit un jaunissement autour des racines qui est
un signe d'une acidification. Inversement, si la somme des cations est inférieure à la somme des anions, eh ben, c'est l'inverse, on va avoir une alcalinisation. Et c'est ce qui se passe, en fait, quand on alimente la plante en nutrition nitrique, puisque là, on va avoir très nettement une alcalinisation de la rhizosphère. Et ça, ce bilan anion-cation, c'est lui qui va, pour la plupart, occasionner les changements de pH dans la rhizosphère. Et en fait, une façon de diriger ces changements de pH, c'est la nutrition azotée, soit ammoniacale versus nitrate. Et donc, ici, vous avez l'effet de l'acidification. Donc, c'était du raigrain alimenté en ammonium. Donc, on attend une acidification de la rhizosphère. Et effectivement, c'est bien ce qu'on voit. Sans plante, le pH reste à 7. Lorsqu'on met des plantes, eh bien, on a une acidification qui vient jusqu'à pH 6. Et cette acidification s'accompagne bien d'une dissolution du phosphate de roche qui était présente dans le sol. Donc, dans ce cas-là, l'acidification des racines est bien capable de dissoudre le phosphate de roche et donc d'améliorer la nutrition phosphatée de la plante. Troisième effet, c'est la production de ligands. Alors ça aussi, c'est très important. Par exemple, ici, je vous donne, ça a été modélisé, c'était une courbe de l'effet de l'exudation du citrate produit par des racines de maïs sur les concentrations en PI dans la solution, en micromolaire. Sans exudation, bon, on a une certaine courbe. Avec exudation, vous voyez très bien que la concentration en P soluble dans la solution est très fortement augmentée. Et de façon parallèle, eh bien, le P absorbé sur le complexe du sol, lui, est diminué. Donc, un des effets majeurs du citrate, comme des autres anions organiques, l'oxalate, etc., le malate, le malonate, c'est une augmentation du phosphate libre et la diminution du phosphate absorbé. Dernier effet, c'est la production d'enzymes pour s'adresser, donc là, cette fois, à l'hydrolyse du phosphore organique. Donc ici, c'était un système qu'on avait mis en place dans notre laboratoire où on a du sol témoin en couche mince de sol et border cette couche mince de sol soit par des racines de blé, soit par des racines de haricots, ou d'un côté blé et de l'autre côté haricot. Et donc, avec le même extractant Olsen, eh bien, on peut doser le P organique qui était présent dans la solution, dans le sol. Et on voit que dans le bulk sol, donc on a un certain niveau, eh bien, lorsque on a du blé, on voit très distinctement que le blé est capable d'épuiser le P organique de la solution du sol, alors que le haricot, une légumineuse, donc l'augmente. La culture mixte était entre les deux. Donc là, ce qu'il faut retenir, ce qui est très important, c'est qu'en fait, l'effet spécifique est extrêmement fort. On a vraiment une très grosse différence entre céréales, en l'occurrence blé, et légumineuses, en l'occurrence haricots. Et puis, bien entendu, nos racines, vu qu'elles excrètent dans leur rhizosphère beaucoup de composés carbonés, etc., eh bien, elles vont héberger de nombreuses populations microbiennes, bactéries, qui vont être capables éventuellement de solubiliser aussi du phosphore minéral ou de minéraliser du phosphore organique. Et puis, elles sont surtout peuvent être associées à des ifs des champignons ectomycorrhiziens, en particulier des champignons endomycorhiziens. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, ces ifs des champignons endomycorhiziens peuvent explorer un volume de sol considérable, jusqu'à 100 mètres par centimètre cube de sol. C'est vraiment énorme. Et là, vous les avez. Donc, vous avez votre racine avec vos poils racinaires. Et là, tous les filaments qui partent à l'assaut des particules de sol, eh bien, ce sont les ifs des champignons endomycorhiziens. Et donc, les effets de la symbiose AM, donc pour arbusculaire mycorrhizal fungi, donc cette symbiose, l'effet de cette symbiose endomycorhizienne, c'est connu depuis très longtemps et ça a été montré par des additions, par des expériences où on ajoutait du P au sol et on peut voir que lorsque les plantes sont mycorhizées dans la plante, eh bien, on obtient très vite une croissance maximale et aussi une concentration, une nutrition phosphatée des plantes maximale pour des doses de phosphore ajoutées au sol vraiment très faibles par rapport à des plantes non mycorhizées. Donc ça, cet effet, ça a été vu depuis, je dirais, près d'un siècle. Donc ça, c'était connu que les champignons endomycorhiziens étaient capables
très fortement favoriser la nutrition phosphatée de la plante. Mais ce qu'on ne savait pas trop, ce qu'on pensait, c'est qu'en fait, ben voilà, on a un système racinaire, on a des ifs de champignons endomycorhiziens qui vont aller chercher le phosphore, et puis, ben, ma foi, on a 50-50 entre du P absorbé par les racines et puis du P absorbé par les ifs. Et puis, des auteurs australiens, des collègues australiens, en fait, ont montré que ce n'était pas si simple que ça. Ils ont réussi à distinguer le P, la fraction de P qui était absorbée par les racines de celle des ifs, et en fait, ils ont associé des plants de tomates, en l'occurrence, avec deux espèces de champignons endomycorhiziens. Et ce qu'ils ont vu, c'est que le pourcentage de P provenant des racines, il était seulement de 20%. Ce qui veut dire que le champignon, à lui tout seul, il apportait 80% du P accumulé à la plante. Donc, en fait, non seulement les ifs des champignons endomycorhiziens vont chercher du P, augmente fortement le volume de sol exploré, mais surtout, ce qui est très important, c'est que les ifs peuvent absorber la quasi-totalité du P de la plante. Et ça, on le sait depuis plus récemment. Donc, si on revient à notre schéma, eh ben, on a notre plante qui, évidemment, via ses activités d'absorption, d'acidification, d'alcanisation, va être capable, évidemment, de prélever le pays qui est dissous dans la solution du sol. Elle va être aussi capable de mobiliser le pays qui est absorbé sur le complexe argilo-humique. Et puis, avec des excrétions de protons ou d'alcanisation, selon le contexte, ou des excrétions d'anions organiques, elle va être capable aussi d'aller chercher encore plus de P qui est considéré comme bloqué dans le sol. Donc, si c'est une plante non mycorhizée, il en existe, il y a des espèces qui ne sont pas mycorhizées, on va avoir, tous ces événements vont permettre l'absorption de PI, en fait. Et puis, si on a des filaments mycorhiziens, eh bien, à ce moment-là, on aura une plus grande absorption de P pour la plante. Donc, c'est clair que les mécanismes rhizosphériques sont maintenant beaucoup mieux connus parce qu'on a, comme l'a montré Sylvain, il y a eu beaucoup d'articles qui ont travaillé là-dessus et beaucoup de groupes de recherche qui ont travaillé là-dessus. Donc maintenant, finalement, quels sont les leviers dont on dispose pour optimiser la biodisponibilité de P? Alors, je les ai classés en levier agronomique à mettre en œuvre du plus simple au plus complexe. Alors, ça ne regarde que c'est mon opinion, hein. Mais le plus simple, à mon avis, c'est d'utiliser la fertilisation azotée à bon escient. Et ça, il faut savoir quand même sous quelle forme est le phosphore dans le sol. Si c'est des phosphates plutôt liés au calcium, si c'est si c'est des sols riches en calcium, et j'ai regardé un peu la carte de France, c'est plutôt le cas, eh ben, il vaudrait mieux apporter une fertilisation ammoniacale qui va entraîner une acidification du sol et qui va entraîner une dissolution des phosphates de calcium et donc une amélioration de la nutrition phosphatée de la plante. Inversement, si on a plutôt du phosphore lié au fer, à l'aluminium, il vaudrait mieux amener une alcalinisation en sol acide et apporter une nutrition sous forme nitrique. Ensuite, il faudrait essayer d'augmenter l'exploration du sol par les espèces, alors soit par les racines elles-mêmes, soit ou par les champignons endomycorhiziens. Et donc là, il faudrait regarder les techniques culturales qui vont favoriser l'enracinement et les mycorhizes. Donc, on pense aux effets du labour, des pesticides, du niveau de fertilisation P. On va y revenir plus tard. Ensuite, comment mieux utiliser les propriétés spécifiques des cultures? On a vu que les céréales avaient un système racinaire très ramifié, très efficace pour absorber P. Par contre, les légumineuses ont en général un système racinaire moins étendu, mais capable de produire des ligands et des enzymes, et ainsi d'augmenter la biodisponibilité de P pour les voisins. Donc, est-ce que les mélanger constitue une alternative durable pour maximiser l'utilisation des différentes formes de P? Donc, mais là, il est nécessaire encore de généraliser nos connaissances à de nombreuses espèces de céréales ou de légumineuses. Parce qu'on souvent on travaille sur les mêmes, toujours sur les mêmes. Hein. Et puis, il y a la sélection variétale. Donc, est-ce qu'on pourrait penser à des nouveaux critères de sélection des variétés? Bon, par exemple, déjà, en sélectionnant les nouvelles variétés sur des sols à faible niveau de disponibilité en P. Avec comme objectif pour produire autant de biomasse avec moins de P. Donc là, est-ce qu'il
ce serait opportun de sélectionner sur la morphologie, l'architecture racinaire, sachant que des cultivars qui vont avoir tendance à avoir un système racinaire fasciculé et à mieux explorer le sol. Sélection sur des critères d'efficience d'absorption de P, d'utilisation de P. Sélection de variétés avec moins de phytate, ce que disait Sylvain. Donc, ça a été déjà développé pour le riz et le maïs par des croisements, parce qu'il y a une variabilité entre les cultivars très significative, de 1 à 10 par exemple, et le soja par méthode génétique, et ensuite suivi de croisement. Voilà. Donc là, ce sont quelques solutions. Maintenant, on verra bien dans l'avenir ce que l'avenir nous dira sur les meilleures méthodes à utiliser. Je vous remercie pour votre attention. Et je crois que nous pouvons vous remercier vraiment très chaleureusement parce que c'était vraiment très clair. Nous avons vu que c'était très complexe, mais c'était tout à fait abordable par quelqu'un comme moi qui ne suis pas… J'en remercie. Donc, c'est vrai que nous avons eu il y a quelques mois une conférence sur les mycorhizes et que nous sommes tout à fait alertés sur l'importance que ça a pris. Vous nous avez montré la recherche récente là-dessus et que il apparaît apparemment que ça va parfaitement dans le sens que l'on préconise aujourd'hui d'aller vers une rotation des cultures, blé, légumineuses, etc. Alors, monsieur, il y a un auditeur, Marc Lambert, qui vous demande si l'apport d'engrais ammoniacal en sol calcaire signifie une forte perte d'ammoniac. Ah non. Ah bah non. Non, non. Enfin, oui, ça y est, je vois. Oui, effectivement. Alors, ça dépend du pH du sol. Hein. Si vous êtes à pH 8, forcément, ça ne va peut-être pas lui plaire. Hein. Effectivement. Si. Mais ça dépend du pH du sol, je dirais. Parce qu'en fait, le pKa de l'ammonium, Sylvain, au secours, je crois que c'est 7 ou 8, non? Je ne me souviens plus. Entre NH3 et NH4, je pense que c'est 7, c'est au-dessus de 7, hein, de toute façon. Donc oui, effectivement, si on a des sols très calcaires, on risque de perdre de l'ammoniac, mais si vous enfouissez votre engrais quand même un petit peu, peut-être que vous allez limiter les pertes. Mais c'est vrai, oui, exact. Oui, ça dépend du sol, ça dépend du pH du sol. Je pourrais rechercher le pKa de l'ammonium et NH3. Alors, vous pourrez répondre plus précisément par écrit aux gens. Oui. Et Sylvain Pellerin avait envie de répondre aussi. Non, c'était juste pour dire à Claude que je ne pouvais pas l'aider sur la valeur pK. Alors, il y a aussi M. Sago, enfin, je suppose que c'est monsieur, qui voudrait savoir à partir de quelle teneur de calcium dans le sol le phosphore est retenu. Ah, à partir de quel… alors là, je donne ma langue au chat. Je suis désolée. Sylvain? C'est très précis. Hein. Ah ouais, là, c'est super précis. Là, c'est super précis. De toute façon, en général, dès qu'il y a un petit peu de calcium, c'est vrai que le phosphate va avoir tendance à former des complexes de phosphate de calcium. Donc voilà. Après, est-ce qu'il y a des niveaux à partir de quelle concentration en calcium? Bon, écoutez, je vous propose que vous puissiez répondre plus tard par écrit, parce qu'il y a aussi une autre question là qui me paraît très pointue de M. Perron qui dit où situer la méthode Bray 2 ou Bray, je ne sais pas, au niveau du degré d'extraction du P dans le sol par rapport au P Olsen. La méthode Bray, je pense qu'elle est plus forte que la méthode Olsen. Voilà. Je ne me rappelle plus l'extractant. C'est quoi la méthode Bray? Sylvain, s'il te plaît? Je sais que c'est une méthode qui est beaucoup utilisée aux États-Unis, Canada. Je ne vais pas savoir te dire quel est l'extractant, mais je suis d'accord avec toi. C'est un extractant plus puissant que celui utilisé dans le cadre de la méthode Olsen.
Bien, alors comme là, ce sont des questions vraiment très pointues, nous allons nous arrêter avec une dernière question, Jean-Paul Daubonnet, qui là est plus globale, qui est le gisement en paix et donc sur place, mais jusqu'à quel point? Est-ce qu'en mettant des légumineuses, on va pouvoir continuer ainsi, on aura suffisamment de paix? Alors, le gisement en paix est en place. Oui, tout à fait. En fait, le problème, c'est que il faut aller le chercher. Donc, j'ai souvent l'habitude de dire à mes étudiants que le phosphore, il est rare et cher. Parce que de toute façon, c'est la racine qui va devoir se déplacer vers la source de phosphore et pour aller le chercher. Parce qu'il est peu mobile, etc., etc. D'après ce qu'on a vu, en fait, mais bon, c'est toujours des expériences en milieu un peu contrôlé quand même, hein, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que la rhizosphère des légumineuses, elle a tendance à s'enrichir soit en P minéral, donc en PI, soit en P organique. C'est ce que je vous ai montré sur les diapositives précédentes, Donc, à la rigueur, si on peut c'est pour ça que les cultures là, que vous avez, là, par exemple, ça c'était des cultures associées. Donc, l'idée derrière, c'était, donc, on met du blé qui, lui, est extrêmement efficace pour aller chercher le moindre fifrelin de phosphate qui va traîner dans la solution. Hein. Et la légumineuse, elle, en fait, elle est plutôt généreuse et elle va plutôt avoir un comportement de solubilisation, de relargage éventuellement, de P, solubilisation de P inorganique et de relargage de P organique, qui vont pouvoir être utilisés par les racines de la céréale qui vont être juste à côté. Donc c'est sûr qu'en théorie, c'est la meilleure solution. C'est ce qu'on appelle les cultures associées. Ça, c'est en théorie. En pratique, c'est quand même plus difficile parce qu'après, une fois que vous avez votre mélange céréales-pois, c'est plus compliqué. Voilà. Après, c'est des problèmes de filière, etc. etc. Voilà. Donc, mais en théorie, c'est ça la meilleure solution parce que vous accordez effectivement les besoins des deux plantes en même temps. Enfin, voilà. Les caractéristiques des deux plantes. Après, les rotations, c'est sûr qu'une rotation légumineuse céréales, voilà, s'il n'y a pas trop de pertes de P après la culture de la légumineuse, normalement, la culture de la légumineuse doit vous enrichir, en fait, doit vous préparer le terrain pour la céréale qui va suivre. Donc, je pense que, Merci beaucoup. Nous reviendrons, je pense, sur les solutions avec le dernier exposé. Donc, pour le moment, nous allons écouter Chantal Gascuel. Voilà, bien. Bonjour à tous. Donc, comme vous le voyez, hein, j'ai préparé cet exposé avec Jean-Marcel Doriot, Inrae Tonon et Rémi Dupas, Inrae Rennes, et on va aborder le transfert du phosphore des milieux terrestres vers les milieux aquatiques. Donc, comme illustré sur cette première page d'en-tête, cela implique le sol, la plante, hein, comme vient de nous l'expliquer Claude, mais aussi le paysage agricole, les villes, les masses d'eau qui sont diverses, toute une économie territoriale qui mobilise le P pour les cultures, les animaux, pour le traitement de l'eau. Donc voilà, vous avez compris, on prend un grand coup de zoom par rapport à ce que nous a dit Claude et on regarde assez largement les choses. Alors, l'année dernière, il y avait une séance à l'Académie d'agriculture qui avait porté sur l'eutrophisation. Et à ce moment-là, nous avions souligné l'importance de prendre vraiment de manière large le continuum de la terre à la mer, de prendre en compte l'azote et le phosphore, les apports, les accumulations hein, pour la maîtrise de l'eutrophisation. Et puis, l'importance aussi de regarder les transferts, mais aussi les vulnérabilités des masses d'eau. Vulnérabilité des masses d'eau, éclairement, température, renouvellement de l'eau, et toute la spéciation qui est sur l'azote et le phosphore dans ce continuum. Alors, vous trouverez bien sûr tous ces travaux, bien sûr, dans l'archive de l'Académie d'agriculture de l'année dernière. Un ouvrage est paru et puis, du coup, j'ai proposé aux organisateurs de se focaliser ici sur la partie vraiment transfert. Pourquoi le phosphore va des sols jusqu'aux masses d'eau et quels sont les mécanismes qui sont mobilisés.
Alors, le constat, c'est une grande convergence des données, hein, de toutes les données sur les grands systèmes les grands systèmes aquatiques sur lesquels il y a une surveillance d'organisés. Donc, sur la gauche, vous avez un graphique sur la tendance sur les eaux européennes, et puis sur la droite, le graphique sur les variations voilà, sur plus de 50 ans sur l'azote et le phosphore. Et toutes les données convergent pour montrer qu'on a une diminution du P sur les grands systèmes et que cette diminution, elle est bien plus forte sur le P que sur le N. Alors, je reprends ici un petit focus sur les données des Grands Lacs alpins pour dire que ces données, elles ont été pionnières. Les travaux sur le phosphore ont été pionniers sur les lacs et qu'on remarque finalement les mêmes tendances, à savoir une diminution du P et pas du tout ici du N, mais qu'avec ça, on a des trajectoires qui sont assez différentes suivant les lacs, et on a sur la droite les 3 cas, le Léman, le Bourget et Annecy, et vous voyez que les trajectoires sont assez différentes parce que finalement le lac réagit à tout un ensemble de pressions qui sont très différentes. Le Léman est plus urbanisé que les autres lacs, etc. Donc une diminution sur le P, moins sur le N, mais des trajectoires différentes selon les systèmes. Alors, si l'on regarde maintenant l'exemple ici de petits fleuves côtiers bretons, hein, on a des images qui sont bien plus brouillées, parce qu'on a ici des données à une fréquence mensuelle, donc on a une grande variabilité, vous voyez, c'est quand même caractéristique, une grande variabilité, mais néanmoins une décroissance des concentrations en phosphore total sur les 30 dernières années. Alors, la bibliographie et le constat général, c'est que cette décroissance a été due à des solutions plutôt d'ordre technologique. Le traitement des eaux, la réglementation sur les lessives, ça a été clairement montré sur les lacs. Dans les contextes agricoles, on a aussi l'amélioration de l'alimentation animale et l'amélioration des pratiques agricoles. Donc, ce sont finalement les résultats d'une grande mise en route de solutions technologiques qui se sont mises progressivement dans le temps les unes derrière les autres. Alors, maintenant, je vous propose de regarder finalement dans le cas français quels sont les facteurs qui déterminent cette exportation. Donc ici, on a pris un ensemble de 60 bassins, plusieurs centaines de kilomètres carrés sur la France, des bassins indépendants, et on a regardé un facteur de rétention apparente, ce qui reste sur le bassin versant au regard de ce qui sort. Et on voit bien que pour l'azote, c'est une dominance liée au surplus qui fait l'exportation. Et sur le phosphore, ce sont des indices de connectivité, en particulier de connectivité hydrologique. Plus la connectivité hydrologique est importante, plus l'exportation est importante. Mais il faut vraiment avoir en tête que cette exportation pour le phosphore, elle est extrêmement faible, et ce qui pose la difficulté de la maîtrise des exportations de phosphore. Ce coefficient de rétention apparent sur l'ensemble des 160 bassins, il est de l'ordre de 50% sur l'azote, calculé au rapport des surplus d'azote, mais il est de 95% sur le phosphore. Le phosphore reste, il est émis en petite quantité, et cette petite quantité est liée principalement à des facteurs de connectivité hydrologique. Alors, à une échelle plus fine, celui des petits bassins du lac Léman, les collègues ont pris un certain nombre de bassins qui se jettent dans le lac Léman et ont regardé les concentrations moyennes du phosphore total en période hivernale, qui est la période principale d'exportation du phosphore, en fonction d'un indice de connectivité. Et cet indice de connectivité prenait en compte deux facteurs, un facteur d'imperméabilisation, sol nu, battance, tassement, et un facteur de connectivité des bassins au lac.
et on voit une certaine corrélation. Donc on voit bien qu'à l'échelle nationale comme à l'échelle de bassins de moyenne taille, eh bien, ce facteur de connectivité, c'est un facteur important qui peut être décliné à différentes échelles. Donc, fort de ça, on a, je dirais, remis l'ouvrage sur le panier, là, et on a fait ça à l'échelle de la Bretagne. On a sélectionné des bassins, et cette fois, on a pris des bassins plus petits. On pensait, en prenant des bassins plus petits, éviter finalement un petit peu les pollutions ponctuelles et avoir la partie agricole. Et on a regardé cela sur une centaine de bassins versants de quelques dizaines de kilomètres carrés, les exportations et les facteurs de contrôle de ces exportations sur le carbone organique dissous, sur le nitrate et sur le phosphore dissous. Et on a été assez surpris finalement de voir que normalement le carbone et le phosphore, les exportations étaient liées à un certain nombre de facteurs bien identifiés, et que pour le phosphore, nous avions dans le contexte de la Bretagne un nombre de facteurs beaucoup plus importants et beaucoup plus divers. Alors on a des facteurs explicatifs qui sont des facteurs hydrologiques, c'est finalement la lame d'eau qui est émise. Ce sont des facteurs topographiques, la pente, l'indice d'humidité, et des facteurs de pression. Donc, on a finalement dans ces contextes des transports de P, des transferts de P très multifactoriels. Et donc, je prends la slide suivante pour illustrer le pourquoi de ces résultats qui apparaissent finalement en contradiction avec le résultat précédent, pour vous montrer des détails sur ces données et cette région. Alors, à l'échelle de la Bretagne, vous avez en haut à gauche les rejets de stations d'épuration, et vous voyez qu'ils sont très forte densité sur l'ensemble du territoire. Toutes les petites communautés sont maintenant équipées et ont des rejets. Il y a évidemment les surplus agricoles, donc, qui sont là structurés spatialement. Et vous avez sur la partie droite les concentrations en phosphore dissous et les flux. Et vous voyez bien évidemment qu'il y a des ressemblances entre les surplus, mais que ces ressemblances sont toutes relatives et qu'il n'y a pas d'explication simple et unilatérale entre concentration et flux et facteurs explicatifs, qu'on a vraiment une explication multifactorielle dans lequel des facteurs locaux peuvent entrer en ligne de compte. Alors maintenant, on a regardé ici jusqu'à présent des variations spatiales à l'échelle nationale, à l'échelle de bassin des Grands Lacs, à l'échelle régionale. Et maintenant, je voudrais passer à des données où finalement on est sûr qu'il n'y a pas finalement de pollution ponctuelle, mais qu'on est exclusivement dans l'agricole, par des petits bassins versants, par des données sur des petits bassins versants à l'échelle de quelques kilomètres carrés. Alors, ce sont des dispositifs qui sont suivis de longue date, où on a des grands jeux de données, et on a regardé cette fois les variations dans le temps. Et on a une convergence de vue entre les bassins alpins et nos bassins bretons pour montrer qu'on a une grande variabilité à l'échelle de l'année, des compartiments dans le paysage qui sont mobilisés, que parfois le phosphore dissous et le phosphore particulaire arrivent en même temps, parfois ils sont découplés parce qu'ils viennent de compartiments dans le paysage différents. À l'automne et au printemps, phosphore particulaire et phosphore dissous arrivent de manière synchrone par des phénomènes d'érosion, mais aussi par des phénomènes, en particulier à l'automne, de réhumectation des zones humides de bas-fond. Et en hiver, à l'inverse, la mobilisation de l'eau par le versant dilue le signal et on a du phosphore particulaire, mais peu de phosphore dissous. Donc, on a toute une dynamique spatiale, mais aussi temporelle, qui se met en route, qui se met en jeu à différentes échelles.
Alors maintenant, j'en viens à deux petits bassins agricoles qui nous ont vraiment questionnés. Donc il y en a un, vous l'avez vu, c'est le bassin de Kervidie-Mézin, sur lequel j'ai un peu commenté ces dynamiques temporelles. Et puis un autre, le bassin normand. Donc ces deux petits bassins, je les montre parce qu'ils sont assez particuliers. Le bassin du Moulinet, c'est un joli bassin, un bassin d'élevage semi-intensif avec des prairies, avec un bocage important, mais les berges sont dégradées parce qu'on a des vaches qui pâturent sur ces bassins. Et de l'autre côté, on a un bassin d'élevage intensif, maïs, blé à dominance de culture, qui a eu un bocage extrêmement dégradé, mais dont les berges restent protégées. Donc, sur ces deux bassins, celui qui a les berges dégradées, on a une grosse érosion, beaucoup plus que sur l'autre bassin. On a, je dirais, de manière assez égale, des flux de phosphore particulaires et le phosphore dissous, à notre surprise, est beaucoup plus important sur le bassin intensif que sur l'autre bassin. On a un ratio du phosphore dissous sur le phosphore total qui est aussi de l'ordre de 1 à 3. Alors, quand on regarde les données dans le détail, on voit dans ce graphe du haut que cette comparaison va à l'encontre de deux idées reçues, en fait. D'une part, en regardant les flux de phosphore totaux en rose et les flux de phosphore dissous. Dans certains bassins, le phosphore total est dominant. Dans d'autres bassins, notre petit bassin très intensif, qui a stocké du phosphore mais dont les berges sont protégées, eh bien, le phosphore dissous arrive certaines années à un niveau qui n'est pas très loin du phosphore total. Alors, on peut dire ça certaines années. On constate aussi que sur ces 8 années de suivi vraiment très détaillé, on a une grande variabilité annuelle, mais que ce qui caractérise finalement ces deux bassins versants et de manière assez similaire, c'est qu'il y a une part de l'émission du phosphore qui est extrêmément importante lors des crues. C'est en particulier vrai sur le bassin de Kervidie-Mézin, l'émission du phosphore, qu'il soit dissous ou particulaire, extrêmement importante dans les crues. Dans le bassin du Moulinet, c'est un petit peu moins le cas, mais on a une émission importante pendant les crues. Donc, on voit bien que le phosphore va finalement émettre beaucoup en crue et que la part du phosphore dissous va être peut-être relativement importante. Alors, ça, le fait que le phosphore soit émis en crue amène une grande incertitude sur tous les flux qui vont être estimés. Donc, quand on fait des bilans en concentration, mais en flux surtout, à différentes échelles, on a toujours une très grande incertitude. Pourquoi? Parce que la surveillance des eaux, de manière générale, se fait à un pattern mensuel et que ce pattern mensuel ne permet pas de saisir la variabilité des crues et que l'exportation est essentiellement en crue. On a ici sur ce graphique l'estimation des flux totaux, estimés à partir d'un échantillonnage journalier, d'un échantillonnage hebdomadaire ou d'un échantillonnage mensuel. Et vous voyez bien que l'incertitude sur ces flux extrêmement importante, dès qu'on pense du journalier à l'hebdomadaire et également de l'hebdomadaire au mensuel. Et puis, par ailleurs, l'échantillonnage échappe généralement aux crues et on a une sous-estimation des flux. Donc, il y a vraiment un objectif opérationnel d'accroître la surveillance avec un meilleur échantillonnage pour avoir des bilans des flux sur le phosphore. Alors, je voudrais ici illustrer 2-3 fonds de recherche. J'en ai pris 2 qui me semblent intéressants à mettre en avant à partir de la bibliographie, de manière générale. Alors, des travaux ont porté sur l'analyse des trajectoires, donc des flux de phosphore, sur des longues séries de données
en montrant finalement un bilan des entrées, les petits points noirs, et un bilan des sorties. Et vous voyez que les sorties, que ce soit finalement le bassin du Momy ou la Tamise, sont décalées par rapport aux entrées. Ce qui permet de calculer dans ces bilans d'entrée et sortie le stock qui va être accumulé à l'intérieur des bassins. Donc on voit bien que ces bassins, ils ont des trajectoires variées, en haut sur la gauche, et que de toute façon, ce sont des bassins qui stockent, et que ce stockage va générer finalement une grande héritage à l'intérieur des bassins. Alors, je passe de ça à une conséquence qui est questionnée récemment, et elle a particulièrement été questionnée dans le cas des Grands Lacs, en particulier sur le lac Erie, où on a ici, toujours sur des longues chroniques, le phosphore dissous en haut, au milieu le phosphore total, et le ratio entre phosphore dissous et phosphore total. Et ce qu'on pense, en fait, et ce qui est questionné dans la littérature, c'est le fait que dans des stockages importants et dans certaines conditions, on a une remobilisation du phosphore stocké à l'intérieur du bassin sous forme de phosphore dissous. Et on a une espèce, finalement, de décalage, mais aussi d'amplification de certaines formes. Et c'est particulièrement important pour les phénomènes d'eutrophisation où la SRP constitue une forme directement assimilable et donc amplifiant directement l'eutrophisation. Alors, deuxième question qui agite aussi la communauté scientifique sur le phosphore, c'est le rôle du changement climatique sur les exportations de phosphore. Alors, on voit bien dans cette petite illustration qu'on peut avoir des effets en chaîne liés à la température et à l'exportation. Des éléments bibliographiques nous alertent en particulier sur deux grands processus qui peuvent amplifier les exportations. La première, c'est plus de pluie, plus d'averses et des cycles alternés sécheresse-humidité, donc qui peuvent accroître les processus de mobilisation du phosphore. Et la deuxième chose, c'est l'accroissement de la connectivité des transferts du fait de leur humidité importante ou de leur sécheresse, qui peut finalement opérer aussi plus de transferts. Alors c'est toujours difficile et il y a certaines communautés de recherche qui ont appliqué des modèles. Et les modèles ont toujours une grande incertitude. Et donc là, l'idée, ça a été de regarder des données anciennes sur un jeu de bassin du nord de l'Europe et en regardant particulièrement la période, en fait, vous savez qu'il y a des oscillations nord-atlantiques qui font que le climat oscille de manière cyclique. Et là, on a une période où le NAO augmente et sur cette période, 5-6 ans où le NAO augmente, donc avec un régime de précipitation différent et plus important, on peut regarder ces régimes d'exportation. Donc, nos deux petits bassins bretons, ils sont là au milieu et ils montrent une amplification du régime d'exportation du phosphore et une amplification plus légère de l'azote également. Donc, on peut penser qu'avec les données historiques, avec les hypothèses, mais aussi avec les modèles, on peut avoir un régime d'exportation plus important et la question du changement climatique et du régime d'exportation du phosphore est vraiment questionnée. J'en reviens à mes messages de conclusion. Alors, pour message de conclusion, le premier, mais on le savait déjà, c'est qu'il faut prendre le continuum, l'azote et le phosphore. Que le phosphore ne se limite pas au ruissellement, mais on doit regarder les formes mobiles du phosphore. Un constat, on peut dire un beau constat, c'est qu'une diminution du P à travers des solutions technologiques s'est mise en route depuis les années 90 et très progressivement. Il faut vraiment faire attention à la connectivité du paysage, que la gestion du phosphore n'est pas si simple parce qu'elle est très multifactorielle, il faut agir finalement dans le paysage de différentes manières, que ces sources sont variables et que ça demande des diagnostics site par site, qu'on a des enjeux de recherche, en particulier avec les stocks qui se sont accumulés. Et évidemment, le phosphore diminuant et pas l'azote, on va avoir aussi la question du rapport azote-phosphore, l'augmentation des formes solubles, l'amplification du climat
une préoccupation sur toutes les zones qui sont des zones de fluctuation de nappe, zones humides, marnage des réservoirs, qui amènent finalement des questions de gestion, des questions de surveillance, des questions d'approche à différentes échelles, en particulier à l'échelle du paysage, bien regarder et gérer les zones humides, les berges, par des solutions fondées sur la nature sur ces domaines-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Chantal. Nous nous doutions que c'était compliqué, mais là, vraiment, ce qui est très bien, c'est que vous nous montrez une explication avec plusieurs facteurs et même un nombre pour aller jusqu'à la variation de l'Atlantique Nord. Donc ça, c'est très complexe. Bien, alors, pour des questions plus précises, moi, j'étais très impressionnée par vos cartes de la Bretagne. Philippe Saugier voulait vous poser une question que je ne retrouve pas. Mais Philippe vous demande quelle est la contamination des nappes? Alors, je suppose que c'est en quantité, en qualité. Alors, il y a nappe et nappe, parce que la nappe, c'est le milieu saturé. Et donc, en fait, dès que la nappe est en interaction avec le sol qui stocke, donc on peut considérer que les zones humides ripariennes qui sont le long des cours d'eau, c'est la nappe, la concentration est élevée. Mais dès que la nappe n'est plus en interaction avec le sol, donc elle est au-delà des horizons finalement stockant du phosphore, il n'y a plus de phosphore. Et donc, tout le raisonnement est de gérer finalement toute la partie des zones humides le long du cours d'eau et qui remonte dans le versant de manière saisonnière, de manière à ce que ces zones régulent le phosphore, mais ne le stockent pas, puisqu'elles le déstockeront un jour. Donc, il y a nappe et nappe, nappe proche du cours d'eau, en interaction avec le sol. Oui, les concentrations sont fortes et il faut les regarder. Au-delà, non. Et si je schématise vraiment, vous avez montré avec les berges dégradées et non dégradées que en fait, le ravinement est très nocif pour enlever le phosphore. Alors, je l'ai montré, oui et non. Dans les berges, j'ai montré que finalement, on avait une érosion, un phosphore particulier, et que donc, pour ce phosphore particulier, il fallait vraiment bien gérer les berges. Hein, c'est-à-dire, et c'est ce qui se fait de plus en plus dans la gestion, c'est mettre des abreuvoirs, mettre des ponts, finalement protéger et gérer finalement les espaces dédiés aux animaux. Mais j'ai aussi montré dans l'autre bassin, qui est un bassin sur lequel les berges sont protégées, où on n'a pas d'animaux, qu'on avait un transfert qui était de phosphore dissous, qui était embêtant, qui était de bas niveau, mais qui était lié à l'héritage de stockage du phosphore. Donc, dans ces bassins, attention, ce n'est pas la berge, mais c'est le stock qui doit être regardé de près. Donc, finalement, une surveillance des sols est vraiment à recommander dans ces contextes-là. Et donc, Bernard Chaugier voulait vous demander comment est définie la connectivité hydraulique. Alors, la connectivité hydraulique, elle a été définie de manière assez différente suivant les échelles. Donc, à l'échelle nationale, on va prendre un indice qui est l'IDPR, qui est la distance entre un point et le réseau, et la partie humide, saturée. On va prendre des indices topographiques. Voilà. À l'échelle des petits bassins du Léman, on va regarder s'il existe des zones tampons, s'il y a des prairies entre finalement le bassin et la rivière. Et donc, ces indices de connectivité, surtout quand ils sont utilisés pour la gestion, sont différents suivant les échelles. Donc, on n'a pas un indice, mais des indices adaptés à l'échelle et à l'objectif de gestion, de l'utilisation de ces indices pour la gestion. Merci. Une dernière question de M. Pavard. Quel est le rôle du tourisme dans les pics de phosphore estivaux avec des stations d'épuration souvent sous-dimensionnées et des afflux de population, par exemple en Bretagne? C'est très clair qu'on pensait au départ, dans le jeu sur la Bretagne, mettre en évidence un rôle fort du surplus et des surplus agricoles. Et on l'a vu,
Et il est nettement là, mais il n'est pas le seul. Donc finalement, et les stations d'épuration qui ont des capacités variables, avec une démographie variable et parfois mal estimée, doivent être regardées avec attention dans toutes les communes. Et c'est l'objet des PLU, des PLULI, de regarder aussi toute cette gestion, la prise en charge des communes sur les stations d'épuration. C'est un point d'attention qu'il faut avoir, bien sûr. Merci beaucoup, Chantal, merci. Nous allons maintenant passer la parole à Thomas Nem, qui est professeur à Bordeaux Sciences Agro. Donc, vous avez la parole, Thomas. Bien, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler de la ressource en phosphore en essayant de vous faire un panorama de l'état de cette ressource en France et puis dans le monde. Et on essaiera de parler également de pistes de gestion de cette ressource. Alors, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que l'agriculture, vous le savez, est une grande consommatrice de ressources phosphatées, enfin de roches phosphatées, puisqu'à l'échelle mondiale, l'agriculture va consommer à peu près 90% de l'extraction des roches phosphatées. C'est ce qu'on appelle les phosphates naturels ou les phosphates de roche. Essentiellement pour la production d'engrais minéraux, mais un petit peu également pour la production de compléments minéraux à destination des animaux d'élevage. Et la grande question qui préoccupe la communauté scientifique, mais également les acteurs industriels, c'est de savoir dans quelle mesure cette consommation amène éventuellement à un épuisement des ressources en roches phosphatées. Alors Sylvain Pellerin l'a évoqué tout à l'heure dans son introduction. En 2009, un article a fait un petit coup de tonnerre dans un ciel bleu en disant qu'on risquait d'atteindre un pic d'extraction de phosphore, un pic d'extraction des roches phosphatées. Notamment quand on reconstruit l'historique d'extraction de ces roches, on voit bien qu'on a affaire à une croissance exponentielle du rythme de production de roches phosphatées qui sont extraites de gisements dont on verra tout à l'heure qu'en fait il s'agit de gisements miniers essentiellement. Et le graphique que je présente ici, dans une version tronquée, se poursuivait en évoquant la possibilité d'un pic d'extraction des roches phosphatées, comme on aurait atteint un pic d'extraction des ressources pétrolières. Et l'idée fondamentale associée à ce pic, c'est qu'au-delà de ce pic, eh bien, l'extraction devient plus difficile et on tend inexorablement vers l'épuisement de ces ressources en roches phosphatées. Et l'article datait ce pic autour de l'année 2033. Alors, j'ai néanmoins rajouté un gros point d'interrogation puisque, en fait, on n'est pas du tout sûr que ce pic soit atteint, en tout cas atteint à l'horizon 2033. En fait, cet article a été suivi par beaucoup d'autres et s'est engagé une forme de controverse scientifique et cette controverse persiste. Mais les différents rapports, quand on les analyse, quand on essaye de les faire converger un peu, ces différents rapports convergent quand même pour dire qu'on devrait atteindre un pic mondial d'extraction des roches phosphatées vers la moitié de ce siècle, vers 2050, et qu'on devrait atteindre un épuisement des réserves en roches phosphatées avant la moitié du siècle prochain, avant 2050. C'est ce qu'évoque la figure que vous voyez ici sur la droite. La conséquence sera une augmentation du prix des engrais minéraux phosphatés, comme on va le voir un peu par la suite. Alors, avant de passer à la suite, j'attire votre attention sur le fait de ne pas confondre réserves et ressources. Les ressources, c'est l'ensemble des quantités de phosphore qu'on a à notre disposition dans les roches phosphatées. Donc, on peut parler de ressources en roches phosphatées. Tandis que les réserves, elles, désignent les roches phosphatées que l'on est capable d'extraire avec les technologies d'aujourd'hui et avec les coûts d'extraction d'aujourd'hui. Vous devinez que la notion de réserve est donc du coup est une notion dynamique qui dépend du progrès technologique qu'on a dans les techniques d'extraction des roches phosphatées et également qui dépend du prix qu'on est prêt à payer ces roches phosphatées. Et vous comprenez également que la notion de réserve est beaucoup plus petite que la notion de ressource, qui est beaucoup plus vaste. Quoi qu'il en soit, la conséquence de cette raréfaction possible de ces ressources en roches phosphatées, c'est une augmentation du prix des engrais phosphatés. En particulier parce qu'on a affaire à un marché qui est assez spécifique, un marché des engrais phosphatés qui est caractérisé par une demande croissante, on y reviendra tout à l'heure, et par une offre qui est relativement inélastique. Ouvrir des sites d'extraction de roches phosphatées, c'est très capitalistique, c'est sujet à pas mal d'incertitudes et donc du coup, en fait, l'offre en roches phosphatées, elle évolue lentement et elle évolue de façon assez inélastique par rapport au prix des engrais à court terme.
Et donc, en conséquence du fonctionnement de ce marché, eh bien, on a affaire à un prix des engrais phosphatés qui devrait croître à l'avenir du fait d'équilibres de marché qui sont un peu difficiles, comme je viens de l'évoquer, mais également du fait de difficultés croissantes dans l'exploitation des gisements de roches phosphatées, puisque plus on va exploiter ces ressources et plus on va extraire des minerais de moindre concentration, éventuellement contaminés par du cadmium, de l'uranium, et qui engendrent donc, du coup des frais, des coûts de production croissants. Ce que vous montre ce graphique à droite, qui vous montre les coûts de production en dollars par tonne au fil des années, sous différents scénarios que je ne vais pas commenter, mais enfin, vous voyez que dans tous les cas, quel que soit le scénario qu'on observe, on passe d'un prix des engrais autour des coûts de production de l'ordre de 75 $ par tonne à des coûts de production qui seront, pardon, de à peu près 35 $ par tonne, à des coûts de production qui seront au moins doublés, voire beaucoup plus, à l'horizon de la fin de ce siècle. Et par ailleurs, on a affaire à un marché des roches phosphatées et des engrais phosphatés qui a tendance à devenir plus volatile, comme vous le voyez sur ce graphique qui vous montre le prix de la roche phosphatée en dollars par tonne, dont vous voyez qu'elle a subi un pic lors de cette période tendue là, de l'année 2008-2009, suivi d'une relaxation associée à la crise des subprimes et au ralentissement de l'économie mondiale. Mais on voit qu'au-delà de ce pic, eh bien, on voit qu'on a affaire à un marché qui est globalement en tendance, avec un signal qui semble pas très stable, finalement assez volatile. Et enfin, associé à cet enjeu de disponibilité des roches phosphatées, vient un enjeu qui pourrait être géopolitique, qui est associé à la distribution des gisements de roches phosphatées. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'essentiel des ressources en roches phosphatées est contrôlé par seulement 3 pays. Le Maroc, très très loin devant tous les autres, la Chine, mais qui aujourd'hui n'exporte presque plus, et les États-Unis qui exportent relativement peu également le phosphore. Donc le Maroc est vraiment le big player, enfin le grand acteur de ce marché. Plus précisément, c'est le Maroc et le Sahara occidental, dont vous savez qu'il s'agit d'une région qui est en conflit latent avec Rabat. Et on peut également noter sur cette carte que l'Europe n'a qu'un tout petit gisement en Finlande et que d'autres grands pays agricoles comme l'Inde, par exemple, n'ont pas de gisement sur leur territoire, ce qui pose des questions de dépendance vis-à-vis des grands producteurs et notamment vis-à-vis du Maroc. Une autre façon de le représenter, c'est cette carte qui vous montre les principaux flux de phosphate naturel, donc de roches phosphatées à l'échelle mondiale, dont on voit bien que le Maroc constitue un centre névralgique associé à d'autres pays comme les pays du Moyen-Orient, la Russie éventuellement. Enfin, au sujet de l'état de ce marché et de ces roches phosphatées, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a des incertitudes qui persistent sur l'état des réserves en roches phosphatées. Ici, je vous ai reconstruit un graphique qui présente les réserves mondiales en roches phosphatées, en millions de tonnes, à partir des données fournies par le service américain géologique, le USGS, qui montre eh bien, un phénomène un peu étonnant, à savoir des estimations des réserves mondiales en roches phosphatées relativement stables, et puis à partir de 2011, une disponibilité beaucoup plus forte, une augmentation très, très forte, très subite de ces réserves en roches phosphatées. Et en fait, cela est dû à une réestimation par le Maroc de l'état de ses réserves et de ses ressources en roches phosphatées. Ce que vous montrent les 3 graphiques du dessous, qui sont peut-être pas très lisibles, c'est la part que prend chacun des pays producteurs dans la disponibilité des réserves en roches phosphatées. Le Maroc représentant ce grand arc bleu, dont vous voyez qu'en 2012, eh bien, il représente désormais l'essentiel de la production. En fait, le Maroc a révisé à la hausse très fortement sans qu'on comprenne exactement pourquoi ces réserves en roches phosphatées. Ce qui suggère un certain nombre d'incertitudes qui persistent sur l'état de ces réserves en roches phosphatées.
Et puis, on a également des réserves des incertitudes sur la demande future en engrais phosphatés. On sait que cette demande en engrais phosphatés, elle devrait croître avec la croissance démographique humaine, mais elle devrait croître également avec l'augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs. Et c'est ce qu'a exploré cet article qui est paru l'année dernière, enfin l'automne dernier, qui explore l'évolution de la demande en engrais phosphatés selon différents scénarios de croissance démographique plus ou moins forte, et en tenant en compte ou pas l'effet du pouvoir d'achat, des revenus des consommateurs. Et ce que montre cet article, c'est, donc là vous avez les données à l'échelle mondiale, et puis là vous les avez un peu désagrégées par grands pays dans le monde. Ce que montre cet article, c'est que finalement la demande en engrais phosphatés, elle est croissante, mais elle n'est pas tellement tirée par la croissance démographique, elle est surtout tirée par l'augmentation du pouvoir d'achat et l'élasticité revenu de la consommation. Et dans tous les cas, le grand acteur qui détermine l'évolution de ce marché, c'est la Chine. Alors, on a fait un panorama de l'état des réserves en roches phosphatées. On va maintenant aller un peu plus loin. En essayant d'aller au-delà des réserves en roches phosphatées, on va essayer de comprendre un peu le rôle que peuvent jouer les stocks de phosphore qui sont déjà accumulés dans les sols, qu'a évoqué Claude, mais qu'a également évoqué Chantal précédemment. Pourquoi est-ce que cette question elle est pertinente? Eh bien parce que quand on regarde les bilans de phosphore annuels à l'échelle des terres arables dans le monde, eh bien on voit qu'on a des bilans qui peuvent être très positifs et très négatifs et qui coexistent à l'échelle mondiale. On voit que par exemple l'Europe est plutôt caractérisée, l'Europe de l'Ouest est plutôt caractérisée par des bilans positifs, alors que l'Europe de l'Est est plutôt caractérisée par des bilans négatifs. Regardez la Chine, regardez l'Est des États-Unis, regardez une partie du Brésil. Enfin bref, toutes les régions d'élevage sont caractérisées par des bilans qui sont globalement positifs, alors que d'autres grandes régions du monde sont caractérisées par des bilans négatifs. Et je passe sur le cas de l'Afrique, qui est caractérisé par des niveaux d'apport d'engrais phosphatés qui sont très faibles. Pardon. À l'échelle mondiale, les apports annuels d'engrais phosphatés représentent 14 téragrammes, c'est-à-dire 14 millions de tonnes. Et les apports, pardon, il y a un petit peu d'anglais qui traîne, et les apports d'effluents d'élevage représentent 10 téragrammes. Comparé aux prélèvements qui sont de 12 téragrammes, on voit qu'on a un surplus d'une douzaine de téragrammes de phosphore qui restent dans les sols, avec une distribution très hétérogène de ce surplus, à savoir que 10% des terres arables reçoivent plus de 50% des apports d'engrais et d'effluents, tandis que 15% des terres arables présentent des déficits majeurs de phosphore, alors que 35% présentent des excès significatifs. La conséquence, eh bien, c'est que des apports excédentaires de phosphore ont contribué à stocker du phosphore dans les sols, comme l'a évoqué Sylvain Pellerin dans son introduction, ce qui a conduit à des accumulations massives de phosphore dans les sols qui ont été fortement fertilisés. Et on peut considérer que ces stocks de phosphore des sols pourront contribuer au prélèvement futur des cultures, notamment dans les régions où on a eu des stocks importants qui se sont constitués, comme en Europe de l'Ouest, où on peut voir que l'application de phosphore au sol, qui est représentée ici par les points, puis ensuite prolongée par une ligne tiretée, cette application de phosphore des sols, elle a été très forte dans les années 70-80, bien au-delà du prélèvement par les cultures, donc on s'est constitué des stocks, tandis qu'on a affaire à une diminution de ces apports désormais, et on peut considérer qu'à l'avenir, on pourra poursuivre la tendance à la décroissance en moyenne des apports de phosphore au sol, puisqu'on a des stocks sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour assurer la nutrition future des cultures. Mais bien sûr, comme Claude l'a bien évoqué dans son exposé initial, des innovations seront requises pour mieux exploiter ces stocks de phosphore des sols, notamment en mobilisant de l'ingénierie écologique et microbienne. Par contraste, à l'inverse, dans d'autres régions du monde, eh bien, les stocks de phosphore sont beaucoup plus faibles et donc on ne pourra pas s'appuyer sur ces stocks pour contribuer au prélèvement des cultures. Et dans ces régions-là, notamment en Afrique,
je pense qu'il n'y aura pas d'autre moyen pour soutenir la production agricole que d'apporter les engrais phosphatés au sol. Et puis, au-delà de ces flux d'engrais phosphatés, j'aimerais attirer votre attention sur la nécessité qu'il y a de bien comprendre l'effet des échanges internationaux sur les matières agricoles et sur le cycle du phosphore. Pourquoi? Parce que les échanges internationaux de produits agricoles ont progressé massivement depuis les dernières décennies. Aujourd'hui, à peu près 20% de la production mondiale est exportée. Et finalement, ces échanges internationaux connectent des pays qui ont des pratiques d'usage des engrais phosphatés très différents. En fait, les échanges internationaux de produits à destination de l'alimentation humaine ou animale contribuent à des déplacements de ressources en phosphore. Dans les grains qui voyagent, il y a un peu de phosphore. Et donc, quand on fait voyager des grains, on fait également voyager du phosphore. Et en fait, ces flux de phosphore dans les produits agricoles sont passés de 0,4 téragrammes en 1961 à 3 téragrammes en 2011, qui représente une augmentation par 7. Et aujourd'hui, 20% du phosphore compris dans la production agricole est échangé internationalement. Et ces flux de phosphore échangés via les marchés agricoles représentent à peu près un peu plus de 15% de la quantité mondiale d'engrais phosphatés qui est épandue. C'est-à-dire que ce n'est pas rien. Ça pèse dans le cycle global, dans le cycle mondial du phosphore. Et ce phénomène, il est essentiellement tiré par la croissance du marché des céréales, mais également plus récemment par la croissance du marché du soja sous différentes formes, tourteaux notamment. Et ces flux viennent interconnecter des régions du monde, comme le montre ce graphique un peu complexe qui représente autour des différents segments les régions du monde. Et puis vous avez les flux qui partent d'une région et qui vont vers une autre région, qui montrent bien que l'Amérique du Sud est un grand exportateur de phosphore vers l'Europe et vers l'Asie, notamment vers la Chine, alors que l'Amérique du Nord, notamment les États-Unis, sont un grand exportateur vers l'Asie et notamment vers la Chine. Et puis on voit qu'en Europe, on a des phénomènes d'échange entre les petits pays européens que nous avons, qui contribuent à une forme de recyclage de ce phosphore entre pays. Et puis on voit que l'Asie est un continent qui vient s'approvisionner en phosphore un peu partout dans le monde, mais qui est avant tout un puits de phosphore plutôt qu'une source. Et puis on voit également que l'Afrique, continent très important du point de vue démographique, est finalement possède une part assez modeste dans ces échanges internationaux de phosphore. Alors, une fois qu'on a fini ce panorama, la question se pose de savoir comment préserver la ressource en roche phosphatée et en particulier quelles sont les possibilités de recyclage du phosphore au sein des systèmes alimentaires. L'idée fondamentale, c'est de dire qu'on a en fait dans nos systèmes alimentaires des boucles de recyclage depuis les effluents animaux vers les sols agricoles, depuis les industries agroalimentaires, les consommateurs qui produisent des déchets urbains qui peuvent retourner vers les sols agricoles. Et donc, si ces boucles fonctionnent bien, elles devraient permettre de limiter le recours aux engrais phosphatés. La question est donc de savoir quel est l'état actuel de fonctionnement de ces boucles de recyclage. Alors pour cela, on a mené un travail il y a quelques années avec Sylvain Pellerin notamment. Et ce que l'on peut voir sur ce graphique un peu avec pas mal de chiffres que je vais commenter, c'est d'abord qu'on a une efficience globale d'utilisation du phosphore qui est faible, puisque on apporte à nos sols agricoles en France à peu près 800 milliers de tonnes de phosphore par an, et on en fournit aux consommateurs à peu près 80. Et donc, on a un rapport de 1 à 10 entre ces deux grandeurs. Deuxième élément à noter, c'est le fait qu'on a ce que j'ai qualifié des pertes et gaspillages, qui n'en sont peut-être pas exactement, mais on a des fuites de phosphore via les gaspillages alimentaires. On gaspille à peu près un tiers de l'alimentation fournie aux consommateurs. On a des pertes depuis les sols, que vient d'évoquer Chantal. On perd à peu près 2 kg de phosphore par hectare et par an en moyenne. Et puis, on a du stockage dans les sols, ce qui n'est pas vraiment une perte, puisque on peut dire que c'est une réserve qu'on se constitue pour le futur. Et puis, ce que montre également ce graphique, c'est que finalement, dans les flux de phosphore qui sont importants à recycler, on en a deux. Ce sont les effluents d'élevage.
Vous voyez, 310 kilotonnes de phosphore par an. Et puis les flux qui proviennent des zones urbaines, des effluents urbains, 120 kilotonnes de phosphore par an, c'est-à-dire un flux 3 fois plus faible que celui des effluents d'élevage. Et ça, c'est une idée que j'aimerais faire passer, qui est que si on veut vraiment recycler la ressource en phosphore, bah, c'est plutôt avec les effluents d'élevage qu'il faut jouer qu'avec les effluents urbains. Et en particulier, qu'est-ce qui explique pourquoi ces boucles de recyclage ne fonctionnent pas si bien? Eh bien, c'est le fait que ce flux d'effluents d'élevage que je mentionne ici représente une cartographie qu'on fait à l'échelle de la France. Mais en fait, quand on regarde les choses de façon un petit peu plus fine, ce que l'on voit, c'est que en fait, la ségrégation entre les cultures et les élevages va contribuer à un frein, va constituer un frein vers le recyclage des effluents d'élevage. En fait, on a affaire à des élevages qui sont de plus en plus spécialisés et ségrégés des productions végétales, et ça aboutit à deux phénomènes. D'abord, des excédents d'éléments minéraux issus des effluents d'élevage dans les régions d'élevage, et d'autre part, des déficits d'éléments minéraux qu'on va devoir combler par l'utilisation d'engrais minéraux dans les régions de culture. Et pour s'en convaincre, on a développé une approche comparative à l'échelle de 2 régions. Donc, la région centre que vous connaissez bien, avec peu d'animaux, beaucoup de SAU très occupés par les céréales, avec des paysages de ce type-là. Dans cette région-là, on a calculé les flux de phosphore entre les sols des cultures et les animaux, où on voit qu'on a un bilan de phosphore des sols qui est équilibré, c'est la valeur donnée entre parenthèses ici, de l'ordre de plus 1 kg par hectare et par an, c'est-à-dire on est à l'équilibre, mais cela se fait au prix d'un apport d'engrais phosphatés relativement important. À l'inverse, quand on va voir la région de Bretagne, que Chantal connaît bien, une région d'élevage dans laquelle on a une part occupée par les céréales qui est plus modeste. Les paysages bretons, c'est quelque chose comme cela. Dans une région dans laquelle on a concentré pas mal de nos vaches laitières, de nos volailles et de notre production porcine. Dans cette région-là, le schéma est assez différent, puisqu'on voit qu'on a des flux qui impliquent les animaux, soit sous forme d'aliments, soit sous forme d'effluents, qui sont beaucoup plus forts. Et on a un bilan des sols qui est très positif, de l'ordre de 19 kg de phosphore par hectare et par an, qui est largement déterminé par des importations d'aliments pour les animaux. Et même si on coupait le recours aux engrais de synthèse, on aurait des bilans de phosphore qui resteraient positifs. Et puis, je vais en terminer par là, le recyclage des effluents urbains, il reste relativement modeste, non pas tellement que les quantités qui peuvent être générées sont non négligeables, je vous disais, elles sont 3 fois plus faibles que des effluents d'élevage, mais enfin, c'est des quantités qui sont tout à fait honnêtes. Et dans ces effluents d'élevage, on capte l'essentiel du phosphore. Dans ces effluents urbains, on capte l'essentiel du phosphore. Par contre, on le recycle que partiellement. Si on regarde par exemple les eaux usées, on voit qu'on capte l'essentiel du phosphore de ces eaux usées. Par contre, on en recycle la moitié vers les sols agricoles, le reste partant vers l'incinération. Donc, il y a différents facteurs qui expliquent cela. Je ne vais pas les commenter maintenant, on pourrait y revenir en conclusion. Et donc, je vais terminer tout à fait par un enjeu qui porte sur la production de ce qu'on appelle les engrais de seconde génération. L'idée étant que les effluents urbains sont souvent pondéreux, dilués, avec un profil sanitaire discutable, les contaminations en éléments traces métalliques, en résidus médicamenteux, etc. Et leur traitement est coûteux économiquement, énergétiquement, et c'est sans doute à cause de tout cela que le recyclage de ces effluents vers les sols est pas si facile que ça. Et donc, depuis, je dirais, une dizaine d'années, les industriels du traitement des eaux se sont activés pour extraire le phosphore de ces effluents, le concentrer sous forme de précipité et produire des engrais à haute valeur ajoutée, dits de seconde génération, c'est-à-dire qui ne sont plus appuyés sur le recours aux roches phosphatées. Et ces procédés de production d'engrais industriels sont souvent combinés à des traitements plus classiques des effluents, tels que des séparations de phase, des digestions, des incinérations, etc. Donc il y a différents procédés qui existent, je ne vais pas les commenter maintenant, je vais juste attirer votre attention sur un procédé qui retire beaucoup d'intérêt, qui attire beaucoup d'intérêt, c'est la production de struvite, développée par un industriel qui s'appelle Ostara,
qui consiste à développer un procédé qu'on trouve naturellement dans les canalisations d'épuration et qui peut être industrialisé en apportant du magnésium et de l'ammoniac. Alors la composition finale de la struvite, elle est intéressante parce qu'elle est finalement assez proche de celle d'un engrais minéral et son coefficient d'équivalence engrais est proche de 1. Donc, dit autrement, on a affaire à un procédé intéressant agronomiquement. Le procédé développé par Ostara est assez efficace en termes de capture du phosphore des effluents, mais par contre, on a deux types de problèmes. Des problèmes économiques, à savoir, ça coûte cher encore de produire de la struvite. Le coût de production est 3 fois plus élevé que le prix des engrais phosphatés, donc il y a un problème d'optimisation du procédé industriel. Et puis un problème réglementaire, puisqu'on a encore en Europe l'absence d'un cadre réglementaire ad hoc pour la commercialisation de ces engrais de seconde génération. On a encore affaire à des procédés qui sont classés sous la réglementation relative aux déchets et non pas sous la réglementation relative aux engrais. Voilà, en conclusion, je n'ai qu'une diapositive de synthèse. La première, avec 4 messages. Le premier message pour dire que malgré les incertitudes qui pèsent sur l'estimation de l'offre et de la demande en engrais phosphatés, il existe un risque sérieux d'épuisement des réserves en roches phosphatées à moyen long terme. Et donc, il faut se préoccuper de ce risque d'épuisement. Mais au-delà du cas des roches phosphatées, il est nécessaire de considérer l'état des stocks de phosphore des sols et des flux de phosphore via les échanges internationaux agricoles si on veut gérer durablement cette ressource. Et par ailleurs, préserver la ressource en roche phosphatée va nécessiter d'améliorer le recyclage du phosphore. Et ce recyclage, il peut, et je pense qu'il doit, être accru principalement par une meilleure connexion des cultures et des élevages, et plus secondairement par le recyclage des effluents urbains, et éventuellement par la production d'engrais de seconde génération, comme je viens de l'évoquer. Voilà, merci à tous, et je me tiens à votre disposition pour vos questions. Thomas, merci, c'était passionnant et de voir que, bon, il y a quand même des solutions. Alors, comme nous sommes un peu court en temps, je vais vous poser 2 questions. L'une, d'abord, c'est les recherches, les roches phosphatées dans les fonds marins, existent-elles et envisage-t-on leur exploitation? André Fougeroux s'interroge. Oui, alors effectivement, on a des perspectives au sujet de l'exploitation des nodules qu'on trouve au fond, sur le plancher marin, qui contiendraient des concentrations en phosphore intéressantes qui pourraient être utilisées en substitut finalement à ces roches phosphatées. Alors, c'est vrai, évidemment, il y a plusieurs questions qui se posent. La première, c'est quelles sont les techniques qu'on a aujourd'hui pour aller extraire ces nodules, quel est leur de mise en œuvre, enfin, donc il y a tout un tas de questions. La deuxième question, elle porte sur également le droit à l'extraction de ces ressources. Enfin, dit autrement, l'espace marin, il est, vous savez, soumis à des réglementations assez précises quant à l'extraction des ressources. Et donc, tout dépend de la localisation de ces ressources, mais je ne connais pas assez le sujet, mais je pense que derrière ça, il y a des questions réglementaires, juridiques qui sont assez sérieuses à traiter. Bien. Alors, une question de M. Archaoui qui vous demande, est-ce que la croissance anticipée de la demande en phosphore dans les pays du Sud, augmentant avec un plus grand pouvoir d'achat, c'est ce que vous nous avez montré, est-elle liée à une plus grande consommation de produits animaux par habitant ou alors à d'autres facteurs? Non, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait le fait qu'avec l'augmentation du pouvoir d'achat, et notamment dans les pays émergents, on a affaire à des transitions nutritionnelles qui amènent vers plus de consommation de produits animaux. Or, on sait que produire ces produits animaux requiert indirectement, finalement, plus d'engrais phosphatés à la calorie, quand on le ramène à la calorie, quoi. Bien, alors, je ne sais pas si nous avons assez de temps pour… Si, nous pouvons essayer quand même de répondre aux questions pendantes après l'exposé de Claude Plassard. Alors, je ne sais pas qui va vouloir répondre, Thomas, Claude, Sylvain, etc. Monsieur Coriou et Monsieur Granger demandaient quels étaient les leviers agronomiques pour favoriser les symbioses entre les mycorhizes
et la culture. Et un autre, Philippe, demandait s'il y avait des fongicides particulièrement néfastes aux mycorhizes. Donc les mycorhizes sont quelque chose qui intrigue beaucoup, et comment peut-on les utiliser au mieux? Alors, donc… Claude, je te laisse répondre. Oui, alors en fait, donc la première question c'était, alors je commence par la deuxième, oui, effectivement, il y a beaucoup de fongicides qui sont défavorables évidemment aux champignons mycorhiziens. Donc, si la personne est intéressée, je peux envoyer un article où il y a justement toute la liste des fongicides systémiques qui sont complètement défavorables. Après, on est plutôt dans un système de réduction de ces fongicides quand même. Voilà. Après, il y a par exemple en culture biologique, c'est le cuivre qui est beaucoup utilisé. Et ce qu'on a montré, on avait trouvé des articles où en fait les spores parce que les champignons endomycorhiziens n'ont pas de multiplication sexuée connue, par contre ils produisent des spores. Et en fait, ces spores, elles ont un peu une attitude suicide, c'est-à-dire il y en a certaines qui se mettent à accumuler le cuivre, beaucoup de cuivre, elles meurent, mais pendant ce temps-là, les autres, eh ben, elles survivent. Donc, toujours pareil, hein, c'est des articles qui sont faits dans des conditions, pas vraiment de sol, mais voilà, en conditions contrôlées. Donc, voilà. Nous, ce qu'on avait mesuré, par exemple, au niveau de la… Alors, on peut, quand on va dans une exploitation agricole, on peut évaluer la capacité d'un sol donné à créer de la symbiose endomycorhizienne. En fait, on prend du sol, on le partage en deux, la moitié on le stérilise, l'autre moitié on ne la stérilise pas. Et puis, on sème des plantes très, très, très affines pour les mycorhizes, qui sont des poireaux. Et puis, on établit une courbe, en fait, qui nous permet de savoir combien, à partir de combien de grammes de sol sont nécessaires pour obtenir la moitié des plantes mycorhizées. Dans les détails. Donc, on avait fait ça aux environs de Montpellier. On avait pris du sol issu d'une parcelle agroforestière et on avait trouvé que 5 grammes de sol vivant dans 100 grammes total de sol mort suffisait pour mycorhizer la moitié des plants de poireaux. En comparaison, la même chose pour de la vigne, donc vigne traitée, etc., il fallait 50 grammes de sol pour mycorhizer les 50% des poireaux. Donc, conclusion, c'est vrai que, on avait conclu ça, c'est que dans la parcelle de vigne, qui était traitée en vigne conventionnelle, c'est-à-dire avec beaucoup de pesticides, etc., ben, il fallait beaucoup plus de sol pour mycorhizer les plantes, et donc, en fait, il y avait beaucoup moins de spores qui étaient produites, donc, a priori, beaucoup moins de champignons mycorhiziens. Voilà. Donc, quels sont c'est sûr que moins on met de pesticides, moins on met de fongicides, mieux ça vaut, mieux c'est. Ça, c'est clair. Et alors, si je peux me permettre, un truc qui est super intéressant, je pense, c'est que, en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les plantes ça a été fait sur le blé, sur ce blé dur, on s'est aperçu que, en fait, les plantes qui étaient résistantes aux pathogènes fongiques étaient aussi résistantes à la mycorhisation. Alors ça, c'est un truc, voilà, parce qu'en fait, les mécanismes qui sont à la base de la réceptivité, entre guillemets, des cellules pour accueillir les champignons endomycorhiziens et les champignons pathogènes, ben, ils ne sont pas très loin les uns des autres. Et donc, si on sélectionne des plantes qui sont très résistantes aux pathogènes fongiques, y compris aériens, eh bien, elles vont avoir beaucoup plus de difficultés pour former une symbiose endomycorhizienne. Voilà. Il y a quelques papiers qui sont sortis là-dessus. Bon, voilà.
Je pense que c'est l'avantage. Là, vous allez pouvoir répondre en donnant les références bibliographiques à ceux qui sont intéressés. Alors, je suis désolée parce qu'il y a encore plein de questions vraiment très intéressantes, aussi bien pour Chantal que pour Thomas. Mais je crois que si nous voulons avoir le temps d'écouter la conclusion de Jean-Luc Julien, il faut que nous passions tout de suite à la conclusion. Donc, s'il vous plaît, Chantal et Thomas, vous voudrez bien répondre aux questions des auditeurs. Jean-Luc Julien, c'est à vous pour la conclusion. Madame la Présidente, mes chers consoeurs, mes chers confrères, mesdames, messieurs, bon, après cette séance très riche, bon, la conclusion n'est pas si facile que ça, et elle dépend beaucoup de mes choix. Enfin, alors, première chose, j'ai trouvé moi, que les enjeux de la séance avaient été bien clarifiés par Sylvain, et mon passé d'agronome m'a fait remarquer deux choses à propos du phosphore en agriculture en France. D'abord, que la fertilisation moyenne avait été divisée par 4 depuis le début des années 80, c'est énorme, mais avec une très grande disparité liée à des systèmes agricoles très différents, avec deux opposés. D'une part, on l'a vu, on l'a redit, que ce soit Sylvain, Thomas, que la baisse limitée des bilans en Bretagne, à peine divisée par 2, alors que les teneurs du sol autorisent des impasses, mais les raisons sont autres, ça on l'a compris aussi. Et à l'autre opposé, la forte baisse en Picardie, une zone de culture exclusive, où là même les bilans sont négatifs, avec toujours d'ailleurs des productions très fortes. Ça c'était pour l'introduction. Je vais commencer par le phosphore. Ressources non renouvelables, on a compris avec l'exposé de Thomas Nem que la ressource était très inégalement répartie, qu'il y avait un petit nombre de producteurs d'engrais phosphatés, que les réserves étaient extrêmement concentrées, principalement dans le Maroc et le Sahara occidental, et que, bon, quel que soit le scénario, on prévoyait un épuisement des réserves vers le milieu du XXIe siècle. Ensuite, que l'agriculture, alors ce n'est pas 82%, mais 90% des engrais phosphatés étaient utilisés par l'agriculture, que ce soit sous forme d'engrais ou d'aliments du bétail, et d'autre part que les apports continue régulièrement d'augmenter, les apports d'engrais. Ensuite, que suivant les régions, il y avait soit des stocks importants, soit des déficits importants. Là, que ce soit Sylvain ou Thomas nous ont des facettes de cet aspect, et que ça contribuait, c'était une vraie ressource en phosphore. Et puis qu'il y avait une forme de redistribution de cette ressource avec les flux mondiaux de matières agricoles, et que moi, ce chiffre m'a impressionné, hein, c'est que les flux de phosphore dans les produits alimentaires à l'échelle mondiale, bon, c'était pratiquement un quart des flux d'engrais P, et qu'ils étaient très très variables entre les différentes régions du monde, comme nous l'a montré Thomas. Et Thomas a terminé sur le fait qu'une part de la solution était dans le recyclage des effluents d'origine urbaine et des effluents d'élevage, en nous donnant bon, des parts, des potentiels relativement différents entre les deux, mais c'est particulièrement important. Ensuite, l'exposé de Chantal. Alors, un point rassurant d'une certaine manière, hein, c'est la diminution régulière des concentrations dans les rivières et dans les lacs depuis les années 90. Positif tempéré par le fait que ces flux de phosphore ne représentent que quelques pourcents des bilans de phosphore. L'autre chose qui m'a... parce que pour moi, les transferts de P, c'était surtout du P particulier, mais non, c'est très, il n'y a pas que le P particulier, et puis ces transferts sont très multifactoriels et dépendent principalement donc de cette connectivité des éléments de paysage, avec cette question qui a été posée sur comment était définie la connectivité
on a compris que ça dépendait beaucoup de l'échelle à laquelle on se plaçait. Et puis l'autre point qui m'a aussi bien intéressé, c'est que l'analyse des processus et des modèles tend à prédire une augmentation des flux de phosphore avec le changement climatique, mais que l'analyse rétrospective des données montre une grande variabilité selon les contextes. Et ça souligne sans doute qu'il y a encore des progrès à faire sur les processus, la compréhension des processus et sur la mise au point des modèles. Après cet exposé particulièrement intéressant, celui de Claude Passard sur le phosphore nutriment. Alors, un directeur de laboratoire, bon, je le savais un petit peu, mais la disponibilité du phosphore mesurée par l'analyse de terre est loin de représenter la biodisponibilité du phosphore par les plantes. Et là-dessus, donc, Claude nous a bien expliqué que ce concept de biodisponibilité rend compte du fait que la plante modifie au niveau de la rhizosphère la disponibilité du P mesurée par l'analyse de terre. Et elle nous a bien expliqué les différents mécanismes qui étaient mis en compte. Et ce que j'en ai retenu, c'est que les principaux mécanismes découverts ces dernières années et qu'il va falloir valoriser si on veut bien exploiter la ressource phosphatée du sol, c'est, alors d'une part, le potentiel des endiomycorhizes, il y a beaucoup de questions là-dessus. L'aptitude des plantes à sécréter des ligands et des enzymes, ça on l'a peut-être un peu moins vu, mais ça doit être quelque chose d'important. Et l'autre point important, c'est qu'on a, par le biais de la fumure azotée, un moyen d'induire une acidification ou une alcalinisation du sol qui va libérer des particules phosphatées, particulièrement qui sinon ne sont pas accessibles aux plantes. Alors, au total, retenu comme enjeu pour la recherche, on a vu que, ça aussi ça m'a épaté, que le nombre de publications a fortement augmenté. On aurait pu penser que le problème du phosphore était quelque chose de réglé, mais et que cette augmentation a concerné à la fois le phosphore nutriment ou le phosphore polluant. Ça, c'est impressionnant. Il me semble que la recherche doit surtout se consacrer, enfin, par la compréhension des mécanismes, mais pour nous permettre de savoir comment mobiliser les stocks accumulés, que ce soit dans les sols ou dans les sédiments se sont accumulés. Ça, on en a peut-être un peu moins parlé. De comprendre aussi tout ce qui concerne les formes solubles complexes qui participent au flux de ça, on l'a bien compris de l'hôpital. Et l'autre point qui est un point intermédiaire entre recherche et puis agronomie, c'est tout ce qui concerne la dynamique et comment bien gérer le phosphore dans les systèmes agricoles, et en particulier les systèmes non conventionnels, le bio, le non-labour, etc. Enfin, peut-être une recherche variétale pour chercher dans les grains de blé, ce qui pourrait se faire. L'autre point, c'est les enjeux pour la gestion, avec 3 points. D'une part, qu'il est important de limiter les pertes, qu'il est nécessaire de mieux suivre les flux de phosphore. Monsieur Julien, je suis désolée, je crois que ça n'est pas votre faute, mais nous ne comprenons quasiment plus rien là. Ah bon? Je crois que votre liaison est très mauvaise. Alors, comme c'est alors, je vais vous demander d'essayer de vous limiter à l'essentiel. J'ai fini là, c'est ma dernière diapo. Parfait. Donc, ensuite, développer les leviers de remédiation, la gestion des bords de cours d'eau, des eaux humides, des bords de parcelles, ça on l'a bien vu. Ensuite, bien valoriser les stocks existants, que ce soit pour les sols riches, où il faut valoriser les stocks de phosphore du sol. Dans les sols pauvres, il y a peut-être des leviers à mobiliser pour mieux utiliser les ressources du sol, les plantes associées, etc.
Et enfin, optimiser le recyclage des effluents urbains et les effluents d'élevage. Et là, j'ai bien compris qu'il fallait sans doute déplacer les élevages de porcs et de volailles depuis la Bretagne jusqu'en France, au moins pour ce qui est la France. Voilà. Sinon, merci à tous de la participation et puis de votre attention, même si ma liaison était mauvaise. J'en suis désolé, Madame la Présidente. Merci beaucoup, monsieur. Je crois que nous en sommes désolés aussi, mais heureusement, vous aviez un très bon PowerPoint qui a fait que nous n'avons pas perdu, mais la fin était une mauvaise connexion et il n'y avait pas que vous. Je vous prie d'excuser aussi Constant Lecoeur, notre secrétaire perpétuel, qui était ici au début et qui a disparu parce que l'Académie s'est mise en rideau et n'a plus de connexion. Donc, je tiens vraiment à vous féliciter tous les 5 pour cette séance que j'ai trouvée absolument excellente parce qu'elle était accessible à des non-spécialistes et nous avons vu à la fois toute la complexité, mais aussi toute la richesse et tous les espoirs qui nous sont permis grâce à la richesse de la recherche scientifique. Je voulais aussi corriger une erreur, j'ai dit que c'était la section 5 qui l'a organisée, effectivement, mais il fallait aussi mentionner la section 7 que Chantal représentait et qui a joué un rôle important aussi. En tout cas, un grand merci à vous tous et à la semaine prochaine. Et vous avez encore un peu de travail puisque vous pourrez répondre aux questions que nous n'avons pas eu le temps de prendre.